Bonjour, bienvenue dans ce cours de méthode de soins et technologie en santé. Donc, tout d'abord, le cours d'aujourd'hui va porter sur l'insertion et l'irrigation de tubes nasogastriques. Dans un premier temps, il existe 4 types d'alimentation entérale. Donc, l'alimentation entérale va être abordée davantage en troisième session. Mais pour vous faire une petite idée, on a tout d'abord le tube nasogastrique que, comme vous pouvez voir sur l'image, c'est un tube qui est inséré via le nez, puis qui descend jusqu'à l'estomac. Dans un deuxième temps, on a le tube nasoduodénal ou nasogéjunal, donc qui est aussi inséré par le nez, puis qui va jusqu'à l'intestin. Ensuite, on a la gastrostomie qui, à la différence des tubes nasogastriques et du tube nasoduodénal, est un tube qui est installé via insertion chirurgicale directement dans l'estomac. Ensuite, vous avez, finalement, vous avez aussi le jéjunostomie. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, c'est un tube aussi installé via insertion chirurgicale, mais directement au niveau de l'intestin, contrairement à la gastrostomie. Pour continuer, à quoi sert un tube nasogastrique? Donc, ça sert à administrer de la médication, à analyser le liquide gastrique, à décompresser l'estomac, contrôler une hémorragie digestive haute. On peut aussi s'en servir pour traiter des varices œsophagiennes, prévenir la distension abdominale ou aussi pour laver l'estomac, par exemple, dans des situations d'intoxication que la personne a ingéré des substances toxiques. Donc, on peut venir là, procéder à un lavage d'estomac. Donc, les indications du tube nasogastrique, dans un premier temps, consistent à, dans les situations, par exemple, d'anorexie, donc les personnes qui ont cessé de s'alimenter pour diverses raisons, ou dans les cas de malnutrition, donc par exemple, chez la personne âgée qui est en dégradation d'état général, à ce moment-là, on pourrait se servir d'une alimentation entérale via tube nasogastrique. Aussi dans les cas d'hémorragie digestive haute, étant donné qu'il y a segment au niveau gastro-intestinal. Aussi dans les cas d'aspiration. Donc, par exemple, une personne qui a une altération de l'état de conscience et qu'on a peur qu'elle s'aspire. Donc, il y a une portion des liquides ou de la nourriture qui se ramasse au niveau pulmonaire. À ce moment-là, on peut installer un tube nasogastrique de façon préventive. Aussi dans les cas d'insuffisance hépatique ou de maladies intestinales inflammatoires, justement au niveau des maladies intestinales inflammatoires, il y a inflammation. Donc, qu'est-ce que ça fait s'il y a gonflement au niveau de l'intestin? À ce moment-là, ça peut provoquer des obstructions intestinales. Puis, à ce moment-là, on va installer un tube nasogastrique pour venir drainer l'estomac. Aussi dans les cas de prématurité, donc chez les petits bébés qui sont nés avant le terme, on leur installe un tube nasogastrique pour venir administrer du lait maternel, par exemple. Il existe différents types de sondes. Donc, comme que vous pouvez voir, il y a la sonde nasogastrique de type Levain. Donc, on peut s'en servir pour soit effectuer un drainage libre, pour installer sous succion intermittente. Donc, si par exemple on veut drainer l'estomac des personnes, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui arrive inconscient, puis on veut pas qu'il y ait une aspiration au niveau pulmonaire, à ce moment-là, on pourrait installer un tube nasogastrique pour vider l'estomac. Dans les cas d'alimentation entérale aussi, comme mentionné précédemment, ou pour administrer des médicaments, par exemple chez des personnes qui ont de la dysphagie. Il y a aussi la sonde nasoduodénale Kéophile, qui est un autre type de sonde. Donc, on peut s'en servir pour administrer de l'alimentation entérale ou de l'administration de médicaments. Pardon.
Un autre type de sonde qu'on voit régulièrement est, la sonde nasogastrique de type Salem. Donc, la prise d'air ne doit jamais être clampée. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, il y a une petite tubulure bleue. Donc, cette petite tubulure bleue-là sert de prise d'air. Donc, c'est important de ne pas clamper cette portion-là. Puis ensuite, on peut aussi l'utiliser pour mettre sous succion intermittent du liquide gastrique, administration de médicaments ou irrigation aussi de l'estomac. Donc, tout d'abord, pour insérer un tube nasogastrique, il est important de mesurer la distance. Donc, comme vous pouvez voir sur les images, on va aller pour l'adulte à partir du bout du nez, donc sur le côté, jusqu'au lobe d'oreille. Puis ensuite, on va descendre jusqu'à l'appendice xiphoïde. Okay? Ensuite, on va placer un morceau de ruban sur le tube où on peut effectuer un trait là, au marqueur permanent noir ou d'une autre couleur de préférence, par exemple rouge, pour délimiter la longueur à introduire. Il y a aussi là, les façons de mesurer, comme vous pouvez voir, là, pour les enfants et le nourrisson. Chez l'adulte, on va privilégier l'utilisation d'une tube nasogastrique de calibre 12 ou de 18 FR, dépendamment là, de ce qu'on veut effectuer avec le tube. Ensuite, pour insérer le tube nasogastrique, on va demander à l'usager d'incliner la tête vers l'arrière dans un premier temps, comme vous pouvez voir sur l'image. Ensuite, on va lubrifier l'embout du tube sur une portion de 8 à 10 cm, puis on va l'introduire dans la narine. On va cesser l'introduction si il y a résistance. On va aussi, au préalable, demander au patient s'il y a une déviation de la cloison nasale, par exemple suite à une fracture du nez, ou simplement de façon congénitale, parce que cela pourrait signifier qu'on aurait un peu plus de difficulté à introduire le tube dans la cavité nasale. Okay. Ensuite, on va demander à l'usager d'incliner la tête vers l'avant lorsque le tube a traversé le nasopharynx. On va demander à l'usager de déglutir durant l'insertion du tube à travers l'oropharynx. Donc, on va faire avaler l'usager. On peut lui demander tout simplement de avaler, ou on peut le faire boire avec une paille et un verre d'eau s'il n'y a pas de contre-indication, si le patient n'est pas NPO. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on demande à l'usager de déglutir, ça va faire en sorte que l'épiglotte va se fermer au niveau de la trachée et ça va empêcher le tube d'aller dans les poumons. Okay? Ensuite, on va poursuivre délicatement l'insertion du tube jusqu'au point de repère qu'on a préalablement déterminé à l'aide du marqueur ou d'un ruban. Ensuite, on va fixer le tube sur le nez. Il existe aussi des fixateurs déjà faits pour fixer les tubes nasogastriques. Ensuite, on va vérifier l'emplacement du tube nasogastrique. On va voir la méthode un peu plus tard. Puis, s'il est bien positionné, on va mesurer la portion externe du tube. Puis, on va la noter au dossier. Ensuite, on va clamper le tube à l'aide d'une pince hémostatique. On va marquer le tube au marqueur noir à la limite de la narine. Comme ça, si le tube se déplace, on va pouvoir s'en servir comme point de repère. Puis ensuite, on va raccorder le tube à un sac en drainage libre ou à un appareil d'aspiration, dépendamment de la prescription médicale. Puis on va fixer l'extrémité du TNG à la jaquette d'hôpital ou à l'aide d'une pince hémostatique. Lorsqu'on insère un tube nasogastrique, il est important en cas de résistance de ne pas forcer l'insertion de la sonde pour éviter les traumatismes au tissu ou aux muqueuses. Si le client tousse, s'étouffe ou devient cyanosé, donc de coloration bleutée, il faut cesser immédiatement l'insertion du tube, puis on va la retirer. Okay? On va ensuite laisser le patient se reposer, puis ensuite on peut réessayer un peu plus tard. Il faut aussi administrer aucun liquide dans la sonde avant d'avoir vérifié
avec exactitude son emplacement, okay, à l'aide d'une radiographie. Puis, avant chaque administration de liquide, il faut toujours vérifier l'emplacement de la sonde nasogastrique en surveillant la couleur du liquide aspiré et la portion externe du tube en se référant à la marque faite sur le tube avant l'insertion. Donc, quand faut-il vérifier l'emplacement du tube nasogastrique? Donc, on va effectuer la vérification après l'installation initiale pour s'assurer qu'on l'a bien installé au bon endroit. On va aussi le vérifier avant chaque administration de médicaments ou d'alimentation entérale, avant chaque irrigation, donc irrigation avec de l'eau, ou lorsque on ne l'utilise pas, donc il n'y a pas d'administration de médicaments ou il n'y a pas d'alimentation entérale, on va vérifier son emplacement aux 4 heures. Ou on peut toujours le vérifier au besoin si on a un doute que le tube a pu être déplacé. Donc, comment vérifier l'emplacement d'un tube nasogastrique? Il existe 2 mesures pour vérifier l'emplacement. Donc, soit la mesure du pH du liquide aspiré. Donc, après l'insertion, on va aspirer un peu de liquide au niveau du tube, donc à l'embout du tube, pour vérifier le pH. Puis aussi, on peut procéder à une radiographie du thorax et du haut de l'abdomen. Ce sont les 2 seules mesures fiables pour s'assurer de l'emplacement du tube nasogastrique. Mais elles ne sont pas toujours disponibles. Donc, par exemple, dans certains milieux, il n'y a aucune bandelette permettant de mesurer le pH. Ou évidemment, on ne peut pas faire des radiographies à chaque fois qu'on veut administrer un médicament. Donc, on va voir là un peu plus tard quel autre moyen qu'on peut utiliser là, pour vérifier son emplacement lorsque ces 2 méthodes-là ne sont pas disponibles. Par contre, il est important de noter que la vérification de l'emplacement de la sonde par immersion dans l'eau est à ne pas faire, car si on installe le tube nasogastrique, l'embout du tube nasogastrique dans un verre d'eau, par exemple, à ce moment-là, le patient pourrait par mégarde aspirer de l'eau si le tube est mal positionné. Aussi, ce que vous risquez de voir, ce qui malheureusement se fait encore dans les milieux, c'est l'introduction d'air dans le tube nasogastrique. Donc, par exemple, l'infirmière va prendre un stéthoscope, puis va prendre une seringue, par exemple, de 60 cc, donc 60 millilitres, puis va remplir la seringue d'air, va l'insérer au bout du tube nasogastrique, puis avec son stéthoscope qu'elle va positionner sur l'abdomen, elle va insérer l'air en même temps d'écouter. Dépendamment du son que ça fait, donc du bruit que ça fait, l'infirmière va juger pour savoir si le tube est bien positionné ou non. Ce qui est important de retenir, c'est que cette méthode n'est en aucun cas une méthode fiable, étant donné que l'introduction du tube dans la trachée, le pharynx ou l'œsophage peut émettre un son qui est similaire à celui de l'air qui pénètre dans l'estomac. Donc, c'est à ne pas faire. Si vous faites cette méthode, c'est l'équivalent de ne pas vérifier l'emplacement d'un tube nasogastrique. Donc, quoi évaluer si les méthodes précédentes ne sont pas disponibles? Donc, dans un premier temps, on peut évaluer la fonction respiratoire. Donc, on peut observer si le patient présente de la toux ou de la dyspnée qui peuvent indiquer là, un déplacement du tube nasogastrique. Par contre, il est important de prendre note que le déplacement du tube ne provoque pas toujours une détresse respiratoire. Ensuite, on peut aussi mesurer la portion externe du tube nasogastrique à chaque 8 heures. Donc, lors de l'insertion, la mesure de la portion externe du tube devrait être notée au Cardex. Donc, on peut s'y référer là, en début de corps de travail pour évaluer l'emplacement du tube nasogastrique. Ensuite, on peut aussi observer la qualité du liquide aspiré. Donc, si c'est un liquide qui est verdâtre ou brunâtre, donc on peut se douter que ce n'est pas un liquide qui provient des voies respiratoires.
Ensuite, si le patient a une alimentation entérale, donc par gavage, on va surveiller le risque de déplacement à chaque 4 heures. Pour ce qui est des surveillances infirmières, on va évaluer le bilan ingesta-excréta. On va aussi évaluer la fonction respiratoire, donc on va être à l'affût des signes de détresse respiratoire tels que la désaturation, la toux, la cyanose. On va aussi évaluer la fonction gastro-intestinale, donc le péristaltisme, est-ce qu'il y a présence de douleur ou de distension abdominale. On va aussi évaluer la perméabilité du tube lors de l'irrigation, donc est-ce qu'il y a résistance lorsqu'on procède à l'irrigation. On va aussi vérifier l'emplacement du tube de chaque 4 à 8 heures selon la situation clinique. On peut aussi évaluer l'intégrité de la narine ou l'état des muqueuses. On peut aussi procéder aux soins de bouche, donc soit avec un agent de rince-bouche ou tout simplement de l'eau pour éviter la sécheresse. Puis, la surveillance qui est très importante, c'est de s'assurer que le patient demeure positionné dans un angle minimum de 30 degrés pour éviter une bronchoaspiration. Car si le patient est couché à plat, à ce moment-là, le liquide qu'on retrouve dans le système gastro-intestinal peut remonter et refouler au niveau pulmonaire, ce qui peut provoquer des détresses respiratoires importantes aux clients. Donc, pour la note au dossier, on va noter la date et l'heure d'installation, le type et le calibre de la sonde utilisée, puis la narine dans laquelle la sonde a été installée. On va noter aussi la tolérance du patient à la procédure. Donc, est-ce que la procédure a été bien tolérée ou ça a été une procédure assez difficile à effectuer? Les caractéristiques du liquide gastrique. On va noter aussi la vérification de l'emplacement de la sonde nasoduodénale par radiographie, le cas échéant, ou par test de pH si c'est une sonde gastrique, donc au niveau de l'estomac. Toute réaction anormale devrait aussi être notée et transmise au médecin ou à l'infirmière responsable du client. Vous pouvez trouver ci-dessous un exemple d'une note d'évolution. Pour retirer un tube nasogastrique, il est d'abord important d'arrêter le gavage ou le dispositif de succion. Ensuite, dans un deuxième temps, on va venir clamper le tube nasogastrique, puis on va détacher le dispositif. Donc, si le sac, par exemple, est en drainage libre ou la rallonge qui était raccordée au dispositif de succion ou à la pompe de gavage. Ensuite, on va irriguer le tube nasogastrique selon la méthode de soin. On va retirer le dispositif de fixation au niveau du nez. On va demander à l'usager de prendre une bonne inspiration et de la maintenir. Puis, on va retirer le tube nasogastrique de façon constante et rapide. Par la suite, on va offrir un mouchoir à l'usager au besoin. Donc, on va pouvoir voir un exemple d'une vidéo. Donc, pour irriguer un tube nasogastrique, on va d'abord s'assurer que la solution d'irrigation est à la température ambiante, car l'utilisation d'une solution trop froide ou trop chaude peut être désagréable pour le client. Ensuite, on va vérifier l'emplacement du tube, étant donné qu'on va administrer une solution. On va prélever la solution à l'aide de la seringue, donc environ 15 à 30 ml pour un adulte. On va clamper le TNG à l'aide d'une pince hémostatique ou tout simplement à l'aide des doigts. Puis ensuite, on va détacher le système de drainage s'il y a lieu. Donc, la portion qui est raccordée à l'appareillage à succion ou au sac en drainage libre. On va désinfecter l'embout du tube et laisser sécher de 15 à 30 secondes. Ensuite, on va insérer le biseau de la seringue dans le tube, puis injecter lentement la solution. On va finalement clamper le tube à la fin de l'irrigation avant de retirer la seringue, puis rétablir le système de drainage et déclamper le tube.
Donc ici, j'ai une petite question de jugement clinique. Donc, vous avez terminé d'administrer les médicaments par sonde nasogastrique. Au moment d'irriguer la sonde avec 30 ml d'eau, vous remarquez une résistance importante. Que faites-vous? Donc, parfois la sonde va bloquer étant donné que les médicaments peuvent rester collés sur la paroi du tube nasogastrique. Donc, à ce moment-là, on peut retenter une irrigation avec un autre 15 à 30 ml en donnant des petits coups saccadés, okay? Ce qu'on appelle par turbulence, afin de déloger les particules au niveau de la paroi. Puis, si malgré nos tentatives, il n'y a aucun changement après 2 ou 3 fois, à ce moment-là, on va aviser le médecin. Les solutions pouvant être utilisées pour l'irrigation du tube nasogastrique sont soit l'eau stérile ou l'eau potable. Donc, on va privilégier l'eau stérile lorsqu'on est avec une clientèle prématurée ou un nouveau-né, ou les personnes qui portent une jéjunostomie, donc au niveau de l'intestin, ou ceux qui sont immunosupprimés ou aux soins intensifs. Sinon, l'eau potable est utilisée lorsque elle ne contient pas de contaminants chimiques ou de micro-organismes. Donc, si l'eau est considérée potable et pouvant être utilisée dans les milieux, à ce moment-là, il n'y a aucun problème à utiliser l'eau du robinet pour effectuer les irrigations. Quand est-ce qu'on va irriguer? Donc, on va irriguer avant un gavage ou avant l'administration d'un médicament. Aux 4 heures, si le gavage est en continu. Entre chaque médicament, après un gavage ou l'administration d'un médicament, après la vérification du résidu gastrique que vous allez voir en 3e session, ou selon les recommandations du médecin ou de la nutritionniste. Donc, il est possible que la nutritionniste qui a évalué les besoins nutritionnels du client vous dise d'irriguer, par exemple, avec 50 ml d'eau à chaque 2 heures. Pour la note au dossier, on va inscrire la date et l'heure de l'irrigation, le type de solution utilisée, les caractéristiques du contenu drainé par la sonde nasogastrique, puis toute réaction anormale du client. Encore une fois, vous avez ici joint un exemple d'une note d'évolution. Pour ce qui est de l'administration des médicaments via tube nasogastrique, les médicaments sous forme liquide sont à privilégier. La substitution par des médicaments non liquides est à envisager si le médicament n'est disponible par aucune autre voie. Exemple, des thèmes transdermiques, rectales ou topiques. Les médicaments non recommandés pour l'administration par voie entérale sont dans un premier temps les compromis qui sont enrobés ou encapsulés, car comme qu'on a vu dans un cours précédent, on ne peut pas écraser les médicaments qui sont enrobés, ni ouvrir les médicaments qui sont sous forme de capsules. Les capsules aussi gélatineuses, donc qui comprennent une substance gélatineuse à l'intérieur. Tout ce qui est comprimé sublinguaux, étant donné qu'il y a une absorption partielle au niveau de la bouche. Les médicaments hyposolubles, donc au contact du suc gastrique. Des comprimés à libération lente, sauf exception, par exemple, le pharmacien qui nous dit que c'est correct. Les comprimés croquables, car comme les comprimés sublinguaux, il y a une absorption partielle qui est faite au niveau de la bouche. Les médicaments visqueux, granuleux ou en poudre, car ils risquent d'obstruer la lumière du tube. Puis, les médicaments qui sont sous forme d'injectables, car l'absorption se fait au niveau de la circulation systémique. Donc, quand on veut administrer des médicaments par tube nasogastrique, il est essentiel de les préparer selon les 7 bons. Donc, s'ils sont en comprimé, on va écraser le comprimé jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. On va ajouter 30 ml d'eau et s'assurer que la dilution est complète. Si le médicament est sous forme de liquide, on va prélever le médicament à l'aide d'une seringue ou à l'aide d'un gobelet gradué, puis on va le diluer avec de l'eau.
Ensuite, on va prélever les médicaments dans la seringue. Donc, on recommande d'utiliser un médicament par seringue pour éviter que les médicaments soient en contact les uns avec les autres et qu'il y a interaction médicamenteuse. Ensuite, on va identifier chacune des seringues utilisées. On va cesser le gavage ou l'appareil à succion. On va irriguer le tube nasogastrique avec au moins 15 ml de la solution. Donc ici, je vais mettre un petit bémol. Il faut faire attention si le patient a plusieurs médicaments et qu'il y a une limite liquidienne, par exemple, s'il y a un problème au niveau cardiaque. Donc, à ce moment-là, on pourrait vérifier s'il ne serait pas possible d'utiliser moins de liquide lors des irrigations pour éviter une surcharge liquidienne à ce patient. On va clamper le TNG à l'aide d'une pince hémostatique ou en le coudant. On va désinfecter l'embout du tube, puis le laisser sécher pendant 15 à 30 secondes. On va joindre la seringue dans l'embout du tube. On va appuyer sur le piston de la seringue pour administrer le médicament. On va irriguer le TNG, puis on va répéter les étapes 6 à 10 si plusieurs médicaments sont à administrer. Ensuite, on va repartir le gavage ou attendre 30 à 60 minutes si le TNG est sous succion ou en drainage libre pour éviter, bien sûr, de drainer les médicaments qui viennent d'être administrés en leur laissant le temps d'être absorbés au niveau gastro-intestinal. Donc, voici quelques vidéos que je vous conseille de voir afin de bien illustrer la technique là, que j'ai vue avec vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour voir la technique d'installation, vous pouvez aller sur le site de Chenelière et dans la section du livre Fondements généraux, il y a une portion vidéo. Vous allez cliquer à cet endroit. Puis ensuite, vous allez visionner la vidéo installation d'une sonde nasogastrique ou nasoduodénale. Et aussi, je vous ai mis un lien pour visualiser le retrait d'un tube nasogastrique à partir de YouTube. Donc, c'est la fin du cours en ce qui a trait là, à l'installation et à l'irrigation de tubes nasogastriques. Donc, je vous invite à compléter les ateliers qui sont déposés sur Moodle ou Léa par rapport à cette méthode de soins. Puis, n'hésitez pas là, à me contacter s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires pour vous ou si vous avez besoin davantage d'explications. Donc, bonne journée!